1934, Cambridge, Angleterre. À l'intérieur du laboratoire Monde, une structure de briques rouges aux lignes modernes nichée au cœur de l'une des institutions de recherche les plus prestigieuses au monde, un homme au regard intense et à la silhouette frêle s'attaque à un problème que ses contemporains jugent secondaire. Son nom est Paul Dirac. À seulement 32 ans, il a déjà accompli ce que la plupart des physiciens ne réalisent pas en une vie. Il a réconcilié la mécanique quantique avec la relativité restreinte et prédit mathématiquement l'existence de l'antimatière. Mais en ce matin de 1934, Dirac ne cherche pas une nouvelle particule élémentaire. Il dessine un tube étroit, stationnaire, sans aucune pièce mobile. Son idée possède la pureté glaciale des mathématiques. Il veut séparer les isotopes de l'uranium en faisant tourner un gaz à des vitesses quasi soniques à l'intérieur de ce cylindre. Il imagine un vortex, une tornade artificielle où la force centrifuge projetterait les atomes les plus lourds contre les parois, tandis que les plus légers dériveraient vers le centre. Pas de rotor fragile, pas de machinerie complexe, juste la géométrie et la dynamique des fluides. Ses collègues écoutent, observent les croquis, puis haussent les épaules. Les calculs suggèrent une consommation d'énergie colossale et une instabilité thermique ingérable. La méthode est jugée élégante, mais impraticable. Dirac referme son carnet. Son concept s'évapore des archives scientifiques pour les 30 prochaines années. Avance rapide, début des années 1960, Pretoria, Afrique du Sud. Dans un entrepôt anonyme, sans aucune plaque distinctive, une poignée d'ingénieurs et de physiciens sud-africains s'enferment pour résoudre exactement le même casse-tête. Ils travaillent dans un secret absolu. Ils ignorent encore tout des notes abandonnées de Dirac. Ce qu'ils s'apprêtent à bâtir sur une colline aride, à 33 km à l'ouest de Pretoria, dans un complexe dont le nom zoulou porte un avertissement explicite, Valindaba, ce dont nous ne parlons pas, va produire de l'uranium enrichi selon une méthode si inhabituelle, si radicalement dépendante d'une condition nationale spécifique, qu'aucune autre nation sur Terre ne tentera jamais de la copier. C'est le récit d'un défi d'ingénierie totale, où l'isolement politique a forcé la naissance d'une technologie orpheline. Pour comprendre l'audace technique de Valindaba, il faut d'abord mesurer la position paradoxale de l'Afrique du Sud en 1945. Le pays repose sur l'une des formations géologiques les plus riches en uranium de la planète. Dans les années 1950, Pretoria devient le pivot de l'approvisionnement occidental, expédiant plus de 40 000 tonnes de minerais vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette relation stratégique permet la création, en 1948, de l'Atomic Energy Board, AEB. Sous l'impulsion du président américain Eisenhower et de son programme Atoms for Peace, Washington fournit en 1957 un réacteur de recherche de 20 MW, Safari 1. Installé à Pelindaba, ce réacteur fonctionne grâce à de l'uranium hautement enrichi fourni par les Américains. Les scientifiques sud-africains sont formés dans les laboratoires de l'Illinois et de l'Oxfordshire. Ils apprennent les protocoles, la manipulation du plutonium et la physique des neutrons. Les fondations sont solides, mais il manque une pièce maîtresse au puzzle souverain, l'enrichissement. L'enrichissement de l'uranium est sans doute le processus industriel le plus exigeant jamais conçu par l'homme. À l'état naturel, l'uranium est composé à 99,3% d'isotope 238, stable et inutile pour la fission. Seul l'isotope 235, présent à hauteur de 0,7%, est fissile. Pour alimenter un réacteur nucléaire, il faut monter cette concentration entre 3 et 5%. Pour une arme, il faut dépasser les 80%. Dans les années 1960, 3 voies existent. La diffusion gazeuse, des usines gigantesques consommant l'électricité d'une petite nation, la centrifugation gazeuse, une technologie de précision ultra secrète verrouillée par les grandes puissances, et le procédé à tuyère de Becker, encore expérimental en Allemagne de l'Ouest. L'Afrique du Sud possède le minerai, possède les cerveaux, mais est exclue de toutes les technologies de raffinage. Le docteur A.J. Roux, futur père du nucléaire sud-africain, donne alors l'ordre à une équipe réduite,
Trouver une autre voie, une voie sud-africaine. Dans l'entrepôt de Pretoria, la routine est brutale. Pas de budget illimité, pas de cérémonie. Les ingénieurs luttent contre la corrosion chimique de l'hexafluorure d'uranium, UF6, un gaz qui dévore les métaux et réagit violemment à la moindre trace d'humidité. Ils testent des injecteurs, des diamètres de tubes au millimètre près, des pressions atmosphériques variables. Ils redécouvrent, par la force de l'expérimentation pure, le principe de la séparation par vortex. Si l'on injecte de l'UF6 tangentiellement dans un tube à des vitesses supersoniques, la séparation isotopique se produit. Mais le gain par étape est dérisoire. Pour transformer le 0,7% en combustible, il faut répéter l'opération des milliers de fois. Il faut une cascade. Et c'est là, dans la plomberie de l'impossible, que l'ingéniosité sud-africaine va bifurquer radicalement de tout ce qui a été fait auparavant. Chaque raccord est une fuite potentielle, chaque turbine un point de rupture. Le défi n'est plus seulement physique, il devient mécanique et logistique. Ils sont seuls, observés par les services de renseignement étrangers qui ne croient pas à la viabilité de leur projet. Mais en 1967, dans le silence de l'entrepôt, les premiers milligrammes d'uranium enrichi sont mesurés. La physique de Dirac fonctionne. Reste à transformer ce succès de laboratoire en une cathédrale industrielle de haute sécurité. Janvier 1969. Sur les contreforts arides qui surplombent la rivière Crocodile, à une trentaine de kilomètres de la capitale administrative, l'air est lourd de poussière et de secrets. Ce n'est plus un simple projet de recherche, c'est une course contre l'histoire. L'Afrique du Sud de John Vorster se fragilise sur la scène internationale. Le retrait du Commonwealth en 1961 et la montée des critiques contre l'apartheid isolent Pretoria. Dans ce climat de siège, la maîtrise du cycle du combustible nucléaire n'est plus une option technique, c'est une police d'assurance existentielle. Le site de Pelindaba, déjà opérationnel, voit naître un jumeau plus sombre, Valindaba. Le nom est un programme en soi. En zoulou, il signifie « nous n'en parlons pas du tout ». C'est ici que les ingénieurs de l'UKOR, Uranium Enrichment Corporation, vont tenter de passer de la preuve de concept à l'échelle industrielle. Le problème fondamental que l'équipe du Dr Roux doit résoudre est une monstruosité logistique. Dans un processus classique de diffusion gazeuse, comme celui d'Oak Ridge aux États-Unis, on pousse l'hexafluorure d'uranium, UF6, à travers des barrières poreuses. L'isotope 235, plus léger, passe 1 milliardième de seconde plus vite que le 238. Pour obtenir un enrichissement significatif, il faut des kilomètres de tuyauterie et des milliers d'étages de compression. À Valindaba, le défi est décuplé par la nature même du vortex. Un tube de séparation vortex unique ne produit qu'une séparation infime, un paramètre que les physiciens appellent le stage cut. Dans le procédé sud-africain, ce ratio est d'environ 1 pour 20. Cela signifie qu'une seule passe ne déplace presque pas l'aiguille. Pour atteindre le seuil critique des 80 ou 90%, il faut une cascade de milliers d'étapes. Imaginez la scène, des milliers de tubes, chacun nécessitant ses propres pompes, ses capteurs de pression, ses valves de sécurité et ses systèmes de refroidissement. Chaque point de soudure est une faille potentielle. L'hexafluorure d'uranium n'est pas un gaz ordinaire. Au contact de la moindre trace d'humidité, il se transforme en acide fluorhydrique, un agent corrosif capable de dissoudre le verre et de ronger l'acier. Une fuite n'est pas un incident technique, c'est une catastrophe chimique et radiologique. Les ingénieurs sud-africains font face à un mur. S'ils construisent une cascade traditionnelle, la complexité de la plomberie sera telle que l'usine s'effondrera sous son propre poids technique avant même d'avoir produit un gramme d'uranium. C'est ici qu'intervient le facteur humain, ce mélange d'audace et de désespoir propre aux ingénieurs isolés. L'équipe de Wally Grant, le premier directeur de l'UKOR, conçoit une solution qui n'a aucun équivalent dans les manuels de l'époque. Il décide de ne pas connecter les étages un par un. À la place, ils inventent le module Helicon. Le nom dérive du grec helix, la spirale. L'idée est de regrouper 20 étages de séparation vortex à l'intérieur d'un seul et unique réservoir cylindrique en acier massif. Au lieu d'avoir 20 jeux de compresseurs et 20 réseaux de tuyauterie, tout est centralisé.
Une seule paire de compresseurs à flux axial, montés aux extrémités du cylindre, gère le flux pour les 20 étages simultanément. C'est un coup de génie, mais c'est aussi un cauchemar d'ingénierie mécanique. Ces compresseurs doivent manipuler 20 flux de gaz différents, chacun ayant une concentration isotopique légèrement distincte, sans jamais les mélanger. Imaginez faire passer 20 courants d'air de couleurs différentes à travers les pales d'un moteur d'avion sans que les couleurs ne bavent les unes sur les autres. Si les flux se mélangent, l'effort d'enrichissement est réduit à néant. La tolérance de fabrication est de l'ordre du micron. La vitesse de rotation des compresseurs est telle que les pointes des pales frôlent le mur du son, créant des ondes de choc que les ingénieurs doivent dompter pour ne pas briser la délicate séparation moléculaire. Alors que la construction du Y-Plant, l'usine pilote, commence à la fin de l'année 1970, un obstacle imprévu manque de tout arrêter. Pour que le module Helicon fonctionne, il faut des joints d'étanchéité parfaits là où l'arbre rotatif du compresseur entre dans le carter. Ces joints doivent résister à la corrosion extrême de l'UF6 tout en maintenant une pression constante pendant des années. Les ingénieurs sud-africains tentent de commander ces pièces critiques auprès de fournisseurs internationaux, en Europe et aux États-Unis. Mais les premières sanctions tombent. Les licences d'exportation sont refusées. Les fournisseurs, flairant la nature militaire du projet sous le couvert civil, ferment leurs portes. Le programme nucléaire sud-africain est à l'arrêt. Sans ces joints de haute précision, le vortex ne peut pas tourner. C'est alors qu'une équipe de mécaniciens de précision de Pretoria, travaillant dans des ateliers improvisés, décide de concevoir son propre système d'étanchéité. Ils ignorent les standards industriels classiques, ils expérimentent des alliages exotiques et des géométries de joints dynamiques qui n'existent pas sur le marché. Le record déclassifié ne donne pas tous les détails techniques, c'est encore aujourd'hui un secret industriel, mais le résultat est là. Les joints maison tiennent. Ils sont plus robustes, plus simples et plus résistants que tout ce que les Américains auraient pu vendre. Pendant que les ouvriers soudent les immenses cuves en acier sur le site de Valindaba, une autre innovation technique est mise en œuvre pour booster l'efficacité du vortex. L'uranium hexafluoride est un gaz lourd et lent. Pour atteindre les vitesses de rotation nécessaires sans consommer une énergie délirante, les ingénieurs décident de le mélanger à un gaz porteur, l'hydrogène. L'hydrogène, molécule la plus légère de l'univers, agit comme un accélérateur. Il entraîne les molécules d'uranium dans le tourbillon à des vitesses prodigieuses. Mais l'hydrogène est inflammable. Le mélange avec l'UF6 crée une atmosphère potentiellement explosive. Chaque étage de la cascade devient une bombe latente. Le contrôle thermique devient l'obsession des opérateurs. Des échangeurs de chaleur à eau sont intégrés à chaque module Helicon pour évacuer les mégawatts d'énergie thermique générés par la compression. En 1974, les premiers modules sont mis sous tension. Le bruit à l'intérieur de l'usine est un sifflement strident, le cri de milliers de vortex tournant à l'unisson. La plomberie tient, les compresseurs tiennent. L'Afrique du Sud vient de réussir ce que personne ne croyait possible. Construire une usine d'enrichissement à partir de rien, sans l'aide des puissances nucléaires établies. Mais alors que l'uranium commence à grimper lentement en concentration, passant de 0,7% à 3%, puis 10%, puis 20%, la finalité du projet change de nature. Ce n'est plus seulement du combustible pour le futur réacteur de Koeberg, c'est le cœur d'une arme, et le monde commence enfin à comprendre ce qui se cache derrière le nom de Valindaba. Août 1977. À 800 km au nord de la ville du Cap, dans l'immensité aride du désert du Kalahari, le silence est absolu. Sous la surface de la chaîne de montagnes de Vastrap, des ingénieurs militaires sud-africains achèvent un chantier titanesque. 2 puits de tests nucléaires ont été forés directement dans le socle rocheux. Le premier s'enfonce à 385 mètres de profondeur. Le second, achevé peu après, atteint 216 mètres. Tout est prêt. L'instrumentation, les lignes de télémétrie, les dispositifs de scellement. Mais au-dessus d'eux, à des centaines de kilomètres d'altitude, des yeux électroniques scrutent chaque mouvement de sable. Un satellite de reconnaissance soviétique repère les structures caractéristiques d'un site d'essai. Moscou alerte Washington. Le 28 août 1977,
Le Washington Post cite un officiel américain anonyme. Je dirais que nous sommes certains à 99% que cette construction est une préparation pour un test atomique. La crise diplomatique est mondiale. La France menace d'annuler le contrat des réacteurs de Koeberg. La pression est telle que Pretoria recule. Les puits sont scellés, mais le message est passé. Le vortex de Valindaba a franchi le seuil de l'invisible. Pour comprendre comment une nation isolée a pu alimenter un tel projet, il faut plonger dans les chiffres froids de la thermodynamique. L'enrichissement par vortex, tel qu'imaginé par Dirac et industrialisé à Valindaba, est une anomalie économique. Le coût d'enrichissement se mesure en unités de travail de séparation, UTS. Une centrifugeuse moderne, comme celle utilisée en Europe par le consortium Urenco, consomme environ 50 kWh par UTS. Les usines géantes de diffusion gazeuse américaines d'Oak Ridge, pilier du projet Manhattan, grimpaient à 2400 voire 2500 kWh par UTS. Les analyses publiées plus tard par l'Institut Max Planck d'optique quantique révèlent que le procédé Helicon sud-africain était encore plus vorace. Il consommait entre 3000 et 3500 kWh par UTS. C'est un gouffre énergétique. Dans n'importe quel autre pays du monde, l'usine de Valindaba aurait fait faillite en quelques mois seulement. Pourquoi l'Afrique du Sud a-t-elle persisté, là où l'Allemagne ou le Brésil ont abandonné des projets similaires? La réponse tient en un mot, le charbon. Le pays repose sur des réserves de houille parmi les plus vastes et les moins chères à extraire au monde. La Compagnie nationale d'électricité, l'ESCOM, produit à l'époque une énergie si abondante et si peu coûteuse que l'inefficacité thermodynamique du vortex devient un paramètre secondaire. Le gouvernement accepte de sacrifier des gigawattheures entiers pour contourner les embargos technologiques. Le vortex n'est pas la meilleure solution technique, c'est la seule solution politique compatible avec la géologie locale. C'est l'ingénierie de la survie, transformer du charbon bon marché en uranium de haute valeur stratégique. À l'intérieur de l'usine Wayek Plant, la réalité quotidienne est celle d'un thriller technique permanent. Le passage du grade civil, 3 à 5%, au grade militaire, plus de 80%, exige une précision chirurgicale dans la gestion des cascades. L'uranium hexafluorure circule dans les modules Helicon à des pressions approchant la vitesse du son. Le moindre déséquilibre thermique dans un module de 20 étages peut provoquer une onde de choc de mélange. Si le gaz enrichi d'un étage reflue vers un étage inférieur, des semaines de travail de séparation sont perdues en quelques secondes. Les opérateurs surveillent des milliers de capteurs, luttant contre la perte de charge, la chute de pression due au frottement du gaz contre les parois des tubes. Chaque kilowatt de frottement se transforme en chaleur, menaçant de décomposer chimiquement l'UF6. Les circuits de refroidissement à eau doivent extraire des calories à un rythme industriel, créant un microclimat de chaleur humide constante dans les halls de production. En 1978, l'usine Wayek Plant délivre enfin son premier lot d'uranium hautement enrichi, HEU. Le taux dépasse les 80%. C'est le point de non-retour. Mais posséder le métal n'est pas posséder l'arme. Les Sud-Africains optent pour le design le plus simple et le plus robuste. L'engin de type gun type, similaire à la bombe Little Boy d'Hiroshima. Le principe est d'une simplicité brutale. Un canon tire une masse d'uranium-235 dans une autre masse pour atteindre la criticité. Pas besoin de système d'implosion complexe ou de synchronisation électronique au milliardième de seconde. Ce design nécessite cependant une quantité massive d'uranium enrichi, entre 50 et 60 kg par bombe. Le vortex de Valindaba doit donc tourner sans interruption, 24 heures sur 24, pendant des années. La routine du secret s'installe. Les ingénieurs vivent dans une bulle. Les documents sont codés, les zones de l'usine compartimentées. Le Conseil de sécurité de l'ONU impose un embargo obligatoire sur les armes en novembre 1977, résolution 418. Les États-Unis votent le Nuclear Non-Proliferation Act en 1978, coupant tout commerce nucléaire avec Pretoria. L'Afrique du Sud est désormais une île technologique. Mais dans l'ombre de la colline de Valindaba, le stock d'uranium grandit.
Le complexe ne se contente plus de l'usine pilote. En 1979, la construction d'une usine semi-commerciale, la Z-Plant, débute. Elle utilise le même principe Helicon, mais à une échelle encore plus vaste, visant à produire de l'uranium faiblement enrichi pour les réacteurs civils de Koeberg, afin de rendre le pays totalement indépendant des importations américaines. Le triomphe technique est total, mais il porte en lui les germes de sa propre obsolescence. En faisant fonctionner le vortex, les Sud-Africains prouvent que la volonté politique peut vaincre les limites de la physique classique. Ils ont résolu l'énigme de Dirac, mais ils l'ont fait au prix d'un isolement qui va bientôt devenir insupportable. Alors que les années 1980 débutent, Valindaba produit environ 50 à 60 kg d'uranium militaire par an. De quoi construire un arsenal. Mais dehors, le monde change. La guerre froide entre dans sa phase finale, et la logique stratégique qui a justifié le sacrifice de milliards de kilowattheures de charbon commence à vaciller. L'engineering de l'ombre a réussi son pari technique, mais il ignore encore qu'il travaille pour un futur qui n'aura bientôt plus besoin de lui. Une nouvelle ère s'ouvre pour le complexe de Valindaba. L'Uranium Enrichment Corporation, UKOR, fusionne avec l'Atomic Energy Board pour former l'Atomic Energy Corporation, AEC. L'objectif n'est plus seulement la survie technique, mais l'expansion industrielle massive. Sous le soleil brûlant du Transvaal, l'activité à Valindaba atteint son paroxysme. L'usine pilote Y-Plant tourne désormais à plein régime, ses modules Helicon vrombissant dans une symphonie de sifflements supersoniques. Mais un autre géant sort de terre, l'usine Z-Plant. Contrairement à la Y-Plant, la Z-Plant est une installation à l'échelle semi-commerciale, conçue pour produire de l'uranium faiblement enrichi, LEU, à 3,25% pour les besoins de la centrale nucléaire de Koeberg. C'est ici que l'ingénierie du vortex change d'échelle. Les modules Helicon ne sont plus des prototypes, mais des unités de production massives, interconnectées par des kilomètres de tuyauterie en acier inoxydable poli. Le défi technique de la Z-Plant est vertigineux. Pour alimenter Koeberg, il faut traiter des volumes d'hexafluorure d'uranium, UF6, sans commune mesure avec les quantités de laboratoire. Les compresseurs axiaux doivent déplacer des tonnes de gaz chaque heure. La gestion de l'hydrogène, utilisé comme gaz porteur, devient une science de la précision extrême. La moindre étincelle, le moindre défaut de mise à la terre dans les kilomètres de câbles haute tension alimentant les moteurs de 500 kW pourrait transformer l'usine en un cratère fumant. Pourtant, malgré la complexité, le procédé Helicon tient ses promesses. Entre 1978 et 1990, l'usine Y-Plant produit un total de 400 kg d'uranium enrichi à plus de 80%. Une analyse scientifique indépendante, publiée plus tard dans la revue Science and Global Security, normalisera ce chiffre à l'équivalent de 735 kg d'uranium enrichi à 90%. C'est assez pour alimenter un arsenal de 6 à 7 engins nucléaires de type gun-type. C'est ici que l'ingénierie rencontre la stratégie militaire pure. À l'usine d'Armscor, située à Adir, à quelques kilomètres de Pelindaba, les ingénieurs travaillent sur les dispositifs. Chaque engin est une prouesse de robustesse mécanique. Nommés par des codes internes, ces dispositifs mesurent environ 1,8 m de long pour 36 cm de diamètre, pesant environ 800 à 900 kg. Ce ne sont pas des objets expérimentaux, mais des armes opérationnelles, capables d'être transportées par des bombardiers Canberra ou des missiles Jericho de fabrication israélienne modifiés. Le cœur de l'arme, cette masse d'uranium produite par le vortex de Valindaba, est divisée en deux parties, une cible et un projectile. La physique est simple, mais la réalisation exige des tolérances mécaniques de l'ordre du millième de millimètre pour assurer que le projectile s'insère parfaitement dans la cible au moment de l'impact, déclenchant la réaction en chaîne. Septembre 1989. Le monde retient son souffle. Le mur de Berlin s'apprête à tomber, les troupes cubaines se retirent d'Angola après l'accord de paix de décembre 1988. En Afrique du Sud, un homme monte au pouvoir avec une vision radicalement différente.
F.W. de Clercq. Il regarde les cartes, les bilans énergétiques de l'ESCOM et les rapports de renseignement. La menace d'une invasion soviétique ou cubaine par le Nord s'est évaporée. La stratégie de dissuasion nucléaire, qui a coûté des milliards de randes et des térawattheures d'électricité, n'a plus d'objet. Le 17 septembre 1989, de Clercq prend une décision que personne dans l'histoire de l'ère nucléaire n'a jamais prise avant lui. Il ordonne le démantèlement complet, immédiat et secret du programme d'armes nucléaires. Commence alors l'un des chapitres les plus étranges de l'histoire de l'ingénierie. Si construire une bombe est difficile, la détruire proprement sans laisser de traces est un défi d'une toute autre nature. Une commission conjointe de l'AEC et d'Armscor établit un calendrier de fer. 18 mois pour tout effacer. Le 1er février 1990, l'ordre de fermeture tombe pour la Y-Plant. À Valindaba, les opérateurs coupent les compresseurs. Le sifflement des vortex s'éteint pour la première fois en 12 ans. Le gaz UF6 est pompé hors des cascades, purifié et stocké. Mais ce n'est que le début. Le démantèlement physique est une opération chirurgicale. Les 6 dispositifs achevés sont démontés pièce par pièce dans des hangars ultra sécurisés. Les cœurs d'uranium hautement enrichis sont extraits. Pour éviter qu'ils ne soient réutilisables rapidement, les lingots d'uranium sont fondus et recoulés dans des formes géométriques qui ne correspondent plus aux spécifications des armes. Ils sont ensuite placés sous scellés à Pelindaba. Mais le plus crucial reste à faire, la destruction de la mémoire technique. Les plans, les spécifications des modules Helicon, les calculs de dynamique des fluides de Paul Dirac redécouverts, les algorithmes de contrôle des compresseurs, tout est systématiquement passé à la déchiqueteuse ou brûlé dans des incinérateurs industriels. Le gouvernement sud-africain ne veut pas seulement désarmer, il veut redevenir techniquement vierge. En juillet 1991, l'Afrique du Sud adhère officiellement au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. En septembre, elle signe l'accord de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Lorsque les inspecteurs de l'AIEA débarquent à Valindaba, ils tombent sur un casse-tête sans précédent. Pretoria ne dit pas « nous n'avons rien fait », mais « nous avons tout eu et nous avons tout détruit ». Les inspecteurs, habitués aux centrifugeuses classiques de type ZIP ou aux usines de diffusion américaines, sont déconcertés par les vestiges de la technologie Vortex. Ils n'ont aucun modèle de référence pour vérifier si les déclarations de production historiques sont exactes. Comment savoir si les 400 kg déclarés correspondent à la réalité d'un procédé que personne d'autre n'utilise ? Les inspecteurs de l'AIEA mènent alors une enquête de police scientifique industrielle monumentale. Entre 1991 et 1993, ils analysent les traces isotopiques sur les parois des tubes, épluchent les factures d'électricité de l'ESCOM pour corréler la consommation d'énergie avec la production d'uranium, et interrogent les ingénieurs qui ont passé leur vie à stabiliser ces vortex capricieux. Ils prélèvent des échantillons de sol, mesurent la radioactivité résiduelle dans les puits de Vastrap. Leur conclusion, publiée après 2 ans d'investigation acharnée, est sans appel. Les déclarations sud-africaines sont cohérentes. Les armes ont existé et elles ne sont plus. Le 24 mars 1993, devant une session conjointe du Parlement, de Clercq lève officiellement le secret. Il confirme que l'Afrique du Sud a possédé 6 bombes et demie, la 7e étant en cours de fabrication. Il révèle l'existence de Valindaba au grand jour. Mais à ce moment-là, l'usine est déjà un fantôme. Le génie est rentré dans sa bouteille et les plans du vortex de Dirac ont disparu dans les cendres de l'histoire. L'Afrique du Sud est devenue la seule nation au monde à avoir construit l'arme atomique par ses propres moyens techniques avant de la détruire par sa propre volonté politique. Une leçon d'ingénierie inversée qui reste, encore aujourd'hui, un cas d'étude unique pour tous les services de renseignement de la planète. 31 mars 1995.
Une chaleur étouffante pèse sur le haut veld sud-africain. Mais à l'intérieur des structures de béton de Valindaba, le silence est plus pesant encore que la température. Ce jour-là, les derniers modules Helicon de l'usine Z-Plant s'arrêtent définitivement. Les compresseurs axiaux, ces machines de précision qui tournaient sans interruption depuis des années, ralentissent dans un râle métallique avant de s'immobiliser. En une fraction de seconde, l'Afrique du Sud met fin à 3 décennies d'une odyssée technique unique au monde. Le rêve de Paul Dirac, transformé en réalité industrielle par une nation aux abois, vient de s'éteindre. Ce n'est pas seulement une usine que l'on ferme, c'est un chapitre entier de la physique appliquée que l'on enterre. L'ère de l'enrichissement par vortex aérodynamique est officiellement terminée. Le bilan technique de cette aventure est vertigineux. En 12 ans d'opération, la Wike Plant a produit assez d'uranium hautement enrichi pour armer 6 bombes atomiques et amorcer une 7e. Mais le véritable héritage de Valindaba ne réside pas dans son arsenal, mais dans le défi insensé qu'elle a lancé aux lois de l'économie industrielle. Pour produire cet uranium, le complexe a consommé une quantité d'énergie qui défie l'entendement. Là où une usine de centrifugation moderne consomme 50 kWh par unité de travail de séparation, UTS, le vortex sud-africain en exigeait plus de 3500. À son apogée, le programme nucléaire absorbait à lui seul près de 5% de la production totale d'électricité du pays. C'était un programme nucléaire au charbon, une aberration thermodynamique rendue possible uniquement par les mines à ciel ouvert de l'Eskom et un prix du kilowattheure maintenu artificiellement au plus bas niveau mondial. Pourquoi aucun autre pays n'a-t-il jamais reproduit le miracle de Valindaba ? La réponse est une leçon de réalisme géopolitique. Le Brésil a tenté d'explorer une voie similaire avec le procédé Becker-à-tuyère, mais a rapidement jeté l'éponge face aux coûts opérationnels et à la complexité des compresseurs. Pour réussir le vortex, il fallait 3 conditions réunies nulle part ailleurs. Un isolement total forçant l'innovation radicale, une absence de compte à rendre sur les coûts énergétiques et une culture d'ingénierie capable de résoudre en interne des problèmes de joints et de dynamique des fluides que même les grandes puissances jugeaient insolubles. Valindaba n'était pas une technologie universelle, c'était une solution sur mesure pour un pays coincé dans une impasse historique. Pourtant, le site de Pelindaba, le grand frère civil, n'est pas mort avec la fin du programme militaire. Au contraire, il a opéré une mutation technologique exemplaire. Le réacteur Safari 1, qui fonctionnait autrefois à l'uranium militaire produit par le Vortex, a été le théâtre d'une première mondiale. En 2009, après des années de recherche intensive, les ingénieurs sud-africains ont réussi à convertir totalement le réacteur pour qu'il fonctionne avec de l'uranium faiblement enrichi, LEU, tout en maintenant sa capacité de production. Aujourd'hui, Pelindaba est l'un des 3 plus grands producteurs mondiaux de radioisotopes médicaux. Le molybdène 99, indispensable pour diagnostiquer des millions de cancers et de maladies cardiaques chaque année, sort des entrailles de ce réacteur. L'installation qui servait autrefois de couverture à la création d'une arme de destruction massive est devenue un pilier de la médecine nucléaire mondiale, fournissant près de 20% de la demande globale. Mais le prix de la réintégration internationale a été l'effacement. Le gouvernement de F.W. de Klerk ne s'est pas contenté de démanteler les bombes, il a ordonné la destruction systématique de la connaissance. Les archives de l'UKOR, les plans détaillés des modules Helicon, les algorithmes de stabilisation des vortex supersoniques ont été brûlés. Les inspecteurs de l'AIEA ont témoigné de l'efficacité de cette amnésie organisée. Des milliers de pages de calcul, représentant des millions d'heures de travail d'ingénierie, ont disparu. L'Afrique du Sud a voulu s'assurer que, même si un régime futur voulait relancer le programme, il devrait repartir de zéro. Ce suicide technologique est sans précédent. Il montre que la véritable puissance d'une nation ne réside pas dans son métal, mais dans les données et les cerveaux capables de les manipuler. L'histoire de Valindaba nous laisse 3 leçons cruciales pour le XXIe siècle. La première est que les contraintes extrêmes sont le moteur de l'ingéniosité. Sans les sanctions, l'Afrique du Sud aurait acheté des centrifugeuses classiques et n'aurait jamais exploré la physique de Dirac à l'échelle industrielle.
La deuxième est que la technologie est indissociable de son contexte énergétique. Le vortex était une technologie charbonnière déguisée en prouesse nucléaire. La troisième, la plus sobre, est que le démantèlement réussi d'un programme nucléaire est possible, mais qu'il exige une transparence totale et une volonté politique de détruire sa propre excellence technique. Aujourd'hui, alors que vous traversez les collines à l'ouest de Pretoria, les bâtiments massifs de Valindaba se dressent toujours contre le ciel azur, mais leurs entrailles sont vides. Les vortex se sont tus, les compresseurs sont devenus de la ferraille ou des pièces de musée. Le monde a oublié Paul Dirac et ses tubes stationnaires, préférant la fluidité des centrifugeuses modernes. Mais pour les historiens de l'ingénierie, Valindaba reste le témoignage d'une époque où une poignée d'hommes, armés de règles à calcul et de courage, ont prouvé qu'on pouvait faire hurler le gaz jusqu'à ce qu'il livre ses secrets atomiques. C'est là le cœur de notre récit. Derrière chaque grande avancée militaire ou technique, il y a une décision humaine, un risque pris contre l'avis des experts et une solution impossible qui finit par fonctionner, juste assez longtemps pour changer le cours de l'histoire. Si ce voyage dans les secrets de l'ingénierie nucléaire et les recoins cachés de la guerre froide vous a captivé, si vous voulez comprendre comment des idées simples